Pourquoi je n'arrive pas à changer et tenir mes résolutions? Ce retour en arrière en apparence ne signifie pas nécessairement que ce que vous souhaitiez mettre en place comme changement a échoué, voire même parfois c'est l'inverse. Et c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode. Pourquoi est-ce que parfois on revient vers nos anciens schémas de fonctionnement et comment on se sert de ces moments comme de véritables tremplins pour le changement qu'on souhaite et pour continuer d'avancer en fait, mais sans repartir de zéro. Bienvenue dans le podcast Faire la différence. Je m'appelle Kathleen Lalu, je suis psychologue et quelles que soient vos ambitions, professionnelles ou personnelles, mon objectif ici, c'est que ça reste pas juste à l'état de rêve, mais c'est vraiment de vous donner des clés concrètes, pratiques, applicables dès aujourd'hui pour vous aider à réaliser vos ambitions et à vous épanouir pleinement. Donc si ce podcast vous plaît, pensez surtout à vous abonner, posez-moi vos questions en commentaire parce que ça va nourrir les prochains épisodes et n'hésitez pas à transférer cet épisode à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait être utile parce que vous pourriez bien être la personne qui fera la différence dans sa vie. Alors pourquoi vos résolutions ne tiennent pas dans le temps? 1. Votre objectif n'est pas compatible avec la personne que vous êtes aujourd'hui. La plupart des personnes qui veulent faire évoluer leur situation, que ce soit sortir d'un burn-out, améliorer leur santé, changer quelque chose dans leur couple, développer leur entreprise, elles savent, tout comme vous j'en suis sûre, se fixer des objectifs et même se motiver. Et d'ailleurs souvent, notre objectif, il naît de quoi? D'une émotion qu'on ressent suffisamment intense pour provoquer chez nous une décision. Ou vous avez atteint votre seuil de douleur qui dit non mais là c'est fini, j'en peux plus, faut que ça change. Ou alors vous avez atteint votre seuil d'enthousiasme qui me fait dire ah ça c'est top, c'est vraiment ce que je veux, j'y vais. Mais le problème c'est qu'en général on se concentre plus sur le quoi obtenir que sur le qui devenir pour non seulement obtenir ça, mais surtout que ça tienne dans le temps. Alors que qui nous sommes, notre structure interne, c'est elle qui détermine nos pensées, nos émotions et les comportements qui vont être possibles, voire même facilités, mais ceux aussi qui vont être difficiles, voire quasiment impossibles. C'est comme, si vous voulez vous l'imaginer comme ça, vous voulez créer un tableur Excel avec plein de formules qui sont capables de calculer vos marges, vos seuils de rentabilité, vos prévisions, et vous essayez de créer ça sur un Word. Vous pouvez avoir le meilleur objectif du monde et être extrêmement motivé. Si le système sur lequel vous essayez de le faire tourner n'est pas compatible avec ça, ça ne fonctionnera pas. Et c'est un peu la même chose avec nous. Votre nouvel objectif, il arrive dans un cerveau qui possède déjà tout un ensemble de programmations qui constituent en fait qui vous êtes aujourd'hui. Votre éducation, vos expériences, vos valeurs, vos croyances, vos peurs. Vous sortez par exemple d'un burn-out et vous décidez, allez, maintenant je veux travailler en respectant davantage mon rythme pour ne plus m'épuiser. Nouvel objectif, ok, hyper motivé, ok. Mais si derrière vous continuez de croire par exemple inconsciemment et profondément que le mérite passe par l'effort, que travailler dur c'est une preuve de valeur, que ralentir, c'est être fainéant, c'est manquer de discipline, voire c'est même être égoïste. Alors vous aurez un problème de compatibilité. Et consciemment, vous essayerez de devenir quelqu'un qui respecte davantage son rythme, mais inconsciemment, respecter votre rythme signifiera peut-être devenir quelqu'un que vous ne voulez surtout pas être. Et que fait un logiciel quand vous lui demandez de faire quelque chose qu'il n'est pas programmé pour faire? Il vous envoie un message d'erreur. Eh bien chez nous, ce message d'erreur peut prendre plusieurs formes. La peur, la culpabilité, la frustration, le doute, l'envie d'abandonner, avec des pensées comme « non mais je savais que ça tiendrait pas » ou « ça c'est pas pour moi de toute façon » ou « encore une fois j'abandonne, j'ai pas assez de force de caractère ». Mais sachez que les situations que nous rencontrons, c'est pas vraiment elles qui génèrent nos émotions. Ce qui génère nos émotions, la plupart du temps, c'est le discours qu'on porte sur ce qui nous arrive. Par exemple, si inconsciemment je crois que ralentir c'est être fainéant, alors quand je vais me reposer, je vais probablement culpabiliser. Ou si je crois inconsciemment que je dois constamment travailler, progresser, m'améliorer sous peine d'échouer, alors quand je vais ralentir, je vais probablement être stressée. Et très souvent, on n'a pas choisi ces discours. Ils ont été appris, rapportés, hérités pour la plupart. Une phrase entendue dans notre enfance ou une valeur familiale forte, une expérience répétée et finalement toutes ces phrases sur nous-mêmes qu'on finit par prendre pour des vérités. Mais bonne nouvelle, ce qui a été appris
peut aussi être désappris et remplacé par de nouveaux apprentissages et des nouvelles façons de fonctionner. Donc, retenez bien ça. Votre système d'exploitation, votre système nerveux, il n'est pas figé. Et c'est là que votre retour en arrière en apparence devient intéressant. Parce qu'au lieu d'être la preuve que vous n'arrivez pas à changer, il va vous montrer précisément les programmations qui continuent de vous ramener vers votre ancien mode de fonctionnement et que vous gagnez à mettre à jour. Donc, mes mots d'action pour vous, la prochaine fois que vous sentez du découragement, du doute ou l'envie d'abandonner, posez-vous ces questions. 1. Quelle est l'émotion que je ressens là, en ce moment? Ensuite, en 2, qu'est-ce que je suis en train de me dire à ce moment-là, souvent sur moi-même? Je fais néant. Je manque de discipline. Je ne vais jamais au bout de ce que j'entreprends. Et 3, où est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que c'est réellement ce que je pense de moi ou est-ce que c'est un discours que j'ai appris, que j'avais l'habitude d'entendre et de qui? Et ensuite, en 4, demandez-vous, qu'est-ce que la personne que je veux devenir se dirait à la place? Je sais respecter mon rythme. Je vais au bout de ce que j'entreprends. Je n'ai pas besoin de validation extérieure. Je n'ai pas besoin de m'épuiser pour avoir de la valeur. Prenez la phrase que vous voulez et répétez-la en boucle en tapotant sur le point karaté qui est ici sur la tranche de la main tout en souriant. Oui, c'est important. Même si à ce moment-là, parfois, vous n'avez aucune envie de sourire, c'est OK. Parce que retenez bien ceci, le corps aussi peut emmener la tête. Et personnellement, quand je le fais, parfois je peux sentir un changement dans mon état émotionnel au bout de 2 ou 3 minutes, mais parfois il faut plus longtemps que ça et c'est OK. Ça m'est déjà arrivé de le faire pendant 40 minutes d'affilée parce que ça finit par changer la plupart du temps. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez revenir vers vos anciens modes de fonctionnement, c'est que vous avez appris à vouloir une garantie d'une certaine façon et à éviter l'inconfort. Parce que votre cerveau connaît les bénéfices de votre ancien mode de fonctionnement, mais il n'a aucune garantie que le nouveau mode de fonctionnement aura des bénéfices. Par exemple, si depuis des années, vous travaillez beaucoup et ça vous a permis d'avoir de la reconnaissance professionnelle, de réussir, d'être considéré par votre responsable comme quelqu'un de fiable, vous avez accumulé des preuves de ça. Et maintenant, vous dites à votre système, par exemple, je vais ralentir, je vais plus respecter mon rythme, je vais davantage dire non et je vais remettre en priorité d'autres choses importantes pour moi dans ma vie. Il va vous dire, OK, mais comment je suis sûre que ce sera mieux qu'avant? J'ai aucune garantie de ça. Et peut-être que notre responsable va moins nous considérer, peut-être que c'est l'autre qui va avoir la promotion. Et en réalité, on aimerait souvent savoir, avant de consentir à faire un effort, à aller dans l'inconfort, à renoncer à quelque chose. On voudrait être sûr que ça en vaut la peine. Mais la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que oui, l'ancien peut être douloureux, mais souvent il est connu. Et donc, on cherche à éviter l'effort, l'incertitude, la peur de nous tromper, au fond, la peur de perdre. Sauf qu'il y a une chose dont vous pouvez être certain. Dans tous les cas, la vie va vous confronter à l'inconfort si ce n'est à la souffrance. Rester dans une relation, ça peut faire souffrir, la quitter aussi. Continuer à vous épuiser dans un travail, ça peut faire souffrir. Apprendre à poser vos limites, ça aura aussi un prix. Changer implique toujours en fait une part d'inconfort, du simple fait que votre corps, votre organisme, lui, il fonctionne selon l'homéostasie. Et votre cerveau, il aime ce qu'il connaît déjà parce que du coup, il l'a automatisé et ça lui demande moins d'énergie. Donc lorsque vous commencez à fonctionner selon un nouveau mode, il y a nécessairement une période d'adaptation qui va lui demander plus d'efforts que l'ancien et donc il va râler. Mais essayez plutôt de ne pas vouloir supprimer l'inconfort, mais de lui donner une autre signification. C'est-à-dire que l'inconfort peut être le signe précisément que vous êtes vivant et que vous êtes en croissance, que vous êtes en train de muer en fait. Comme quand vous regardez un enfant qui apprend à marcher. Au fond, pourquoi est-ce qu'il voudrait rester à ramper sur ses 4 pattes juste parce qu'il maîtrise déjà ça? Non, il a envie d'apprendre à marcher et pourtant, il va faire des efforts, il va tomber, il va recommencer. Et d'ailleurs, quand vous demandez à ses parents, la plupart du temps, à quel âge il a appris à marcher, ils sauront vous le dire. Hein. Par contre, ils auront probablement oublié les centaines de tentatives qui ont précédé, en fait. C'est un peu l'image de l'iceberg où on retient le moment où le résultat devient visible, mais on oublie justement tout le travail invisible qui l'a rendu possible. Mais à aucun moment, cet enfant s'est demandé
Est-ce que je suis vraiment sûre qu'un jour je vais réussir à marcher? Est-ce que tous ces efforts vraiment en valent la peine et est-ce que marcher sera vraiment mieux que d'être porté dans les bras? Non, il n'a pas demandé de garantie, il a juste essayé, il est tombé, il s'est relevé et il a recommencé. Et c'est pareil lorsque vous apprenez à dire non à quelqu'un que vous aimez, ou à vous affirmer face à une autorité, ou à parler en public, ou à défendre une idée novatrice. Au départ, votre corps il peut réagir fort, hein. Vous pouvez trembler, vous pouvez avoir le ventre noué, vous pouvez vous sentir paralysé même, ou ne plus trouver vos mots. Mais ça ne veut pas nécessairement dire « je ne suis pas capable » en fait. Ça peut simplement vouloir dire « je ne sais pas encore le faire facilement ». Mais souvenez-vous de vos premières lignes d'écriture ou de vos premières heures de conduite. Au départ, chaque geste, il est maladroit, ça demande beaucoup de concentration. Et puis à force de répétition, ce qui était coûteux devient facile, devient familier, devient même routinier et automatique. Parce que votre cerveau, c'est une formidable machine à apprendre et pour le coup, ça n'a pas de date d'expiration. Et c'est peut-être ça qu'on oublie en grandissant en fait. On n'a jamais eu besoin de garantie pour se mettre en action, ni pour tenir notre action dans le temps en fait. On a simplement eu besoin d'être suffisamment déterminé à devenir la personne qu'on aspire à être. Alors, autre mémo d'action. Lorsque vous avez envie de faire un choix habituel ou familier, de revenir vers quelque chose que vous connaissez, posez-vous cette question. Quelle est la peur là qui est en train de se manifester? Est-ce que j'ai peur de manquer, d'échouer, de souffrir, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié? Et ensuite, projetez-vous quelques instants dans le scénario où vous avez la certitude que cette peur n'a pas lieu d'être. Par exemple, si vous avez peur de manquer d'argent, imaginez-vous que vous êtes certain d'avoir dans les 15 jours 10 000 € qui arrivent, 50 000 €, prenez le chiffre qui vous parle. Si par exemple la peur concerne plutôt votre couple, imaginez que vous pouvez faire, dire ce que vous voulez, décevoir l'autre comme vous voulez. En tous les cas, il va continuer de vous aimer pareil, il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous quitter. Voilà, vous vous mettez dans ce scénario-là. Et avec cette certitude-là, demandez-vous ce que vous feriez de différent. Quel choix vous poseriez? Qu'est-ce que vous oseriez faire que là, votre peur vous empêche de faire? Et on est OK, cet exercice ne vous donne aucune garantie sur l'avenir, mais il vous permet simplement de retirer momentanément la peur de l'équation pour voir quel choix vous feriez si la peur n'était pas là à décider à votre place. Et en réalité, ce choix, il est probablement beaucoup plus proche du choix que ferait la personne que vous souhaitez devenir. Troisième raison pour laquelle vous pouvez revenir vers vos anciens modes de fonctionnement, c'est peut-être que vous avez lancé trop de printemps en même temps. Et c'est en tous les cas ce que peut aussi vouloir dire vos retours en arrière. C'est une erreur assez fréquente que de vouloir décider de tout changer en même temps. Et on reprend le sport, on change son alimentation, on se met à méditer, on modifie notre façon de travailler, on change des choses dans notre couple et on lance tout ça en même temps. Mais vouloir être partout, au final, c'est être nulle part. C'est-à-dire que si vous avez 10 projets ouverts en même temps et que vous répartissez votre énergie et votre puissance de frappe sur les 10, chacun reçoit qu'une toute petite partie de votre temps, de votre énergie. Et au final, rien n'avance suffisamment pour que vous puissiez percevoir de réels progrès qui vont vous motiver à continuer. Et ça vous amène souvent à risquer d'abandonner avec cette impression assez désagréable que, encore une fois, j'ai tout raté. Alors que le problème, c'était peut-être pas votre capacité à réussir, mais vous n'aviez simplement pas choisi ou concentré votre pouvoir de frappe. Et c'est pour ça que j'aime bien penser notre vie en termes de saison. C'est-à-dire qu'au printemps, c'est la période où on va planter, où on va apprendre, où on va expérimenter, où on va faire des choses nouvelles qui vont nous demander souvent plus d'efforts, plus de temps, plus d'attention. En été, c'est plutôt le moment où on va protéger quelque chose qu'on a acquis. On va l'entretenir. Et à l'automne, c'est le moment où on va vraiment récolter les fruits de notre travail. Quand, à l'hiver, on va plutôt faire le bilan, optimiser, laisser mourir ce qui ne nous sert plus et préparer le prochain cycle. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre toute votre vie au printemps en même temps. Parce que c'est important. Votre cerveau, il a besoin de repères et il a des ressources limitées, donc il ne peut pas répartir partout. Vous avez besoin de domaines dans lesquels des choses sont déjà plus faciles, dans lesquels vous pouvez continuer à ressentir de la satisfaction, un sentiment de compétence, de confiance en vous, parce que une motivation, ça s'entretient. Et rappelez-vous qu'à chaque saison correspondent des actions différentes. Vous pouvez avoir la meilleure action du monde, si vous la réalisez au mauvais moment, elle peut devenir parfaitement inefficace.
Donc, lorsque vous avez l'impression de revenir en arrière, demandez-vous est-ce que je suis vraiment en train de régresser ou est-ce que j'ai pas demandé trop de nouveautés en même temps à mon système nerveux? Parce que vous avez peut-être juste besoin de choisir quel est votre printemps sur lequel vous voulez vous concentrer aujourd'hui. Vraiment, posez-vous cette question. Où est-ce que je veux concentrer mon pouvoir de frappe? Choisissez un comportement qui est lié à ce printemps, quelque chose qui est vraiment important pour la personne que vous voulez devenir, mais que vous savez que vous avez encore tendance à éviter de faire parce que ça vous met mal à l'aise, comme dire non à quelqu'un que vous aimez, prendre la parole en public, présenter une idée innovante, quel que soit ce que vous voulez faire. Et ensuite, créez votre tirelire de l'inconfort. C'est-à-dire que chaque fois que vous choisissez volontairement de faire cette action, en dépit de l'inconfort, vous mettez l'équivalent d'une pièce dans votre tirelire, c'est-à-dire que vous vous gratifiez immédiatement après, pas besoin d'être forcément de l'argent, parce que votre cerveau, il apprend par association. C'est-à-dire que vous voulez que cette expérience qui jusque-là a suscité de la peur, du stress, en fait, elle devienne progressivement quelque chose qui va susciter de la satisfaction, de la fierté. Et donc, idéalement, rendez même vos satisfactions un petit peu variables, un petit peu aléatoires, pour limiter le phénomène d'habituation et maintenir justement cet intérêt. Et finalement, votre tirelire symbolique va se remplir et chaque pièce va devenir la trace concrète d'une expérience réelle. Et lorsque ce comportement vous demande beaucoup moins de ressources, eh bien, votre printemps commence à devenir un été et vous pouvez passer à la suite. Quatrième raison, votre pourquoi n'est pas suffisamment puissant ou construit. C'est-à-dire que maintenant que vous avez choisi votre printemps, encore faut-il avoir une raison suffisamment puissante pour continuer d'alimenter cette action, même lorsque l'enthousiasme du départ a disparu. Et très souvent, on prend une résolution sous le coup de l'émotion, comme je l'ai dit au début de cet épisode. Mais le problème, c'est qu'un état émotionnel, ça ne dure pas, et vous le savez très bien, l'enthousiasme finit par retomber, la douleur finit par s'apaiser, et donc cet effet un peu lune de miel, il finit par disparaître. Et si votre seule raison de changer, c'est justement cette émotion que vous ressentiez au moment de prendre votre décision, alors quand l'émotion retombe, en fait, la raison de maintenir vos nouveaux comportements, elle disparaît aussi. Et par exemple, c'est ce qui m'est arrivé après mon premier burn-out. Je m'étais promis de moins travailler, de ralentir, de lever les pieds. Et j'avais notamment décidé de faire régulièrement des séances d'auto-hypnose le matin. Et ça a tenu 3 semaines. Et ensuite, je suis revenue progressivement à ce que je faisais avant. Et pourquoi, en fait? Parce que à l'époque, mon why, la raison pour laquelle je voulais ralentir et changer de mode de fonctionnement, c'était je veux que ça s'arrête parce que mon corps, il en peut plus. Mais quelques semaines plus tard, les contractures s'étaient apaisées, j'avais récupéré de l'énergie et donc finalement, pourquoi continuer à ralentir? J'avais pas vraiment réfléchi à la vie que je voulais construire derrière ce changement. J'ai compris que je voulais vraiment m'émanciper de certains conditionnements. Et je crois profondément à une chose, c'est qu'on ne peut transmettre durablement que ce qu'on incarne. C'est-à-dire que je ne pouvais pas apprendre à mes enfants à s'émanciper si moi-même je continue à vivre en fonction du regard des autres ou des attentes des autres. Je ne pouvais pas aider des femmes justement à prendre leur place et à construire une vie qui leur ressemble si je faisais pas moi-même ce chemin-là en fait. Et donc ça, c'est devenu vraiment un moteur beaucoup plus puissant pour moi que simplement de ralentir pour respecter mon rythme ou de faire des choix pour éviter un nouveau burn-out. Donc, mes mots d'action pour vous. Écrivez votre pourquoi, maintenant. Demandez-vous pourquoi est-ce que c'est réellement important pour vous de vivre ça? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez plus vivre? Pour qui? Qu'est-ce que je risque de perdre si je ne change pas? Quelle vie j'ai envie de construire? Qui ai-je envie de devenir et pourquoi suis-je prêt à traverser l'inconfort, les mauvais jours, le doute, l'absence de garantie? Voilà, qu'est-ce qui en vaut la peine? Votre why, votre pourquoi doit être suffisamment puissant pour vous mettre en mouvement, même les jours justement où votre émotion initiale aura disparu. En conclusion, et si revenir en arrière faisait partie du changement? Regardez par exemple les enfants. Leur développement, c'est pas une ligne droite. Ils peuvent traverser des périodes durant lesquelles, ils semblent momentanément régresser. Ils réclament à nouveau de l'aide pour quelque chose que pourtant vous savez qu'ils savent faire. Et ça peut notamment arriver lorsqu'ils sont en train de développer des nouvelles compétences. Donc, peut-être que certains de vos retours en arrière ne sont pas la preuve que vous n'arrivez pas à changer. Ils sont peut-être simplement le signe que vous êtes en train de changer de niveau précisément, que vous êtes en train d'acquérir une nouvelle façon de fonctionner qui vous demande encore beaucoup d'énergie et que tout n'est pas encore très stable. Et continuez.
Et il n'empêche qu'après tout ça, il y aura quand même une réalité qui est qu'il y a des moments où vous n'aurez pas envie de faire, il y a des moments où vous serez fatigué, où vous manquerez de temps, si vous avez 2 enfants, où ils seront malades, où il y aura une urgence peut-être professionnelle à gérer, votre motivation va baisser. Et c'est là aussi que beaucoup de personnes font une autre erreur qui est en fait de construire un plan d'action qui est tellement rigide qu'à la moindre difficulté, ça casse et ça cesse. Et du coup, c'est précisément ce qu'on verra dans le prochain épisode de notre podcast Faire la différence, c'est-à-dire comment construire un système suffisamment solide, mais aussi suffisamment souple pour continuer d'avancer, même quand ma motivation baisse, quand je manque d'énergie ou quand ma vie ne se passe pas comme prévu. Donc, je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Prenez soin de vous d'ici là.